Dans un monde où la richesse se cache derrière des vitres teintées, une femme invisible a osé briser le silence. Elle n'avait rien d'autre qu'un bébé affamé dans les bras, et le désespoir au bord du cœur. Mais ce qu'elle a volé ce jour-là, ce n'était pas de l'argent. C'était un secret. Un secret si dangereux, que les plus puissants du pays se sont jurés de la faire disparaître. Voici l'histoire vraie, bouleversante et pleine de courage, d'une mère sans abri qui a changé le destin d'une nation. Installe-toi, respire profondément, ce que tu vas entendre n'est pas une fiction. C'est un cri. Une révolte. Une vérité que personne ne voulait entendre. Bienvenue dans le Mémoire d'Afrique. La pluie tombait drue sur la ville de Dakar. Les gouttes formaient des rivières dans les ruelles sablonneuses, inondant les marchés, trempant les passants. Dans un coin oublié de la Médina, sous un abri de fortune fait de bâches trouées et de tôles rouillées, une jeune femme tenait son bébé contre elle. Elle s'appelait Aminata, et elle n'avait que 23 ans. Son bébé, Ismaël, n'avait que 8 mois. Il grelottait dans une couverture râpée, les joues creusées par la faim. Le lait en poudre coûtait trop cher. Et ce soir encore, Aminata n'avait rien mangé. Son estomac vide criait, mais son cœur criait plus fort. Il faut que mon fils vive. Autour d'elle, le monde continuait, indifférent. Les taxis klaxonnaient, les vendeurs criaient sous la pluie, les riches passaient dans leurs voitures teintées, sans même un regard. Aminata les observait avec des yeux brûlants. Dans une autre vie, elle aurait pu être l'une d'entre eux. Elle avait fait des études. Elle rêvait d'être infirmière. Mais la vie avait tourné court. Son mari avait disparu peu après la naissance d'Ismaël. Une dette de jeu, disait-on. Ou peut-être la peur d'être père. Depuis, Aminata n'était plus qu'un fantôme dans cette ville où elle était née. Les associations étaient débordées. Les portes se fermaient. Et la rue devenait de plus en plus dure. Ce jour-là, la pluie avait quelque chose de différent. Elle ne l'avait plus. Elle oppressait. Comme si le ciel lui-même refusait de pleurer à sa place. Alors qu'elle serrait son fils contre elle, un bruit attira son attention, le grondement d'un moteur puissant. Une voiture noire s'arrêta non loin. Une berline de luxe, flambant neuve. Un homme en descendit, un garde du corps derrière lui. Il portait un long manteau, des lunettes sombres malgré la pluie. Les passants le regardèrent avec admiration mêlée de crainte. C'était El Hadj Moussa Diop, l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Propriétaire de chaînes d'hôtels, d'entreprises minières, d'un empire bâti sur le sang et l'or, disaient certains. Il entra dans un restaurant chic, sans un mot pour ceux qu'il laissait derrière. Et dans un recoin de ce monde cruel, une mère affamée regardait la scène, et une pensée folle traversa son esprit. Et si? Aminata ne bougea pas tout de suite. Elle regardait la silhouette d'El Hadj Moussa Diop disparaître à l'intérieur du restaurant. Une odeur de grillade, d'épices et de pain chaud flottait dans l'air, portée par la pluie. Son estomac se tordit. Autour d'elle, personne ne semblait s'indigner de ce contraste. D'un côté, un milliardaire entrant dans un temple de luxe, de l'autre, une jeune mère trempée jusqu'aux os, avec un bébé qui pleurait faiblement, de fatigue, de froid, de faim. Le monde était habitué à cette injustice. Mais ce jour-là, quelque chose changeait en elle. Elle repensa à la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose de solide. C'était il y a 2 jours, un petit sachet de beignets que lui avait donné une vieille femme charitable. Depuis, elle allait de ruelle en ruelle, de mosquée en mosquée, mendiant quelques pièces, un peu d'eau. Les policiers lui disaient de dégager. Les commerçants l'ignoraient. Mais son regard revint sur la voiture. Elle était encore là, stationnée devant le restaurant. Légèrement ouverte, comme si le garde du corps n'avait pas verrouillé les portes. À l'intérieur, elle vit une mallette posée sur le siège arrière. Noire, épaisse, luxe. Et peut-être, pleine. Son cœur se mit à battre plus fort. Voler. Elle. Jamais elle n'y aurait pensé, pas même dans ses pires nuits. Mais ce jour-là, son fils n'avait pas mangé. Son bébé perdait du poids. Il devenait silencieux. Et elle savait ce que ça voulait dire. Il n'avait plus la force de pleurer. Alors elle se leva, les jambes tremblantes, ses bras serrant Ismaël contre elle. Son regard fixait la voiture, puis elle regarda autour d'elle. Personne ne faisait attention à elle. Une femme invisible dans un monde bruyant. Elle avança lentement. Un pas, puis un autre. Elle se rapprocha de la portière. Le garde du corps était à l'intérieur du restaurant. Occupé à manger. L'opportunité était là. Juste là. Comme un test envoyé par Dieu. Elle posa la main sur la poignée. Elle hésita,
Puis une voix dans sa tête murmura. « Est-ce un péché, de voler pour que ton fils vive ?» Dans le silence de la pluie, elle ouvrit la portière. Le loquet céda avec un petit clic métallique. Aminata ouvrit lentement la portière arrière. L'intérieur de la voiture exhalait une odeur de cuir neuf, de parfum de luxe et de pouvoir. Elle n'avait jamais approché une telle richesse d'aussi près. Ses yeux tombèrent directement sur la mallette noire, posée sur le siège comme une provocation. Elle tendit la main, tremblante. Sa paume était moite, son souffle court. Elle jeta un coup d'œil derrière elle. La rue était toujours animée, mais personne ne prêtait attention à cette jeune femme au foulard délavé. Elle prit la mallette. Elle était lourde. Ce n'était pas une simple sacoche de documents. Il y avait quelque chose dedans. Des billets? Des bijoux? Des papiers? Elle n'en savait rien. Elle ne savait qu'une chose. C'était la seule chose entre son fils et la mort. Elle referma la portière avec précaution, puis recula, lentement, comme une ombre. Elle serra la mallette contre elle et se fondit dans la foule. En quelques secondes, elle avait disparu. Le cœur battant à tout rompre, elle courut dans les ruelles de la Médina. Les passants la regardaient à peine. Qui aurait soupçonné une mère tenant une couverture contre sa poitrine de transporter autre chose qu'un bébé? Elle se réfugia sous un vieux kiosque désaffecté, caché derrière un marché abandonné. Elle s'y glissa, déposa Ismaël avec douceur à côté d'elle, puis ouvrit la mallette, les mains tremblantes. À l'intérieur, elle découvrit plusieurs liasses de billets CFA, empilés avec une précision presque irréelle. Des millions. Des dizaines de millions. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi un petit carnet noir. Et un téléphone verrouillé. Un téléphone de luxe. Elle écarquilla les yeux. Elle n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Elle ne savait pas comment le compter, mais elle sentait, c'était beaucoup. Trop. Ce n'était plus du vol. C'était un crime qui pourrait changer sa vie, ou la détruire. Mais dans un coin, son bébé pleurait faiblement. Elle pensa aussitôt, du lait, une couverture chaude, un endroit pour dormir, un vrai repas. Elle pouvait faire tout ça. Tout de suite. Ce soir. Et peut-être, plus encore. Elle referma la mallette, l'enroula dans un vieux pagne, puis glissa le téléphone et le carnet dans son boubou. Elle venait de franchir un seuil. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais ce qu'Aminata ignorait encore, c'est que ce carnet noir contenait bien plus que des secrets financiers. Et ce téléphone venait déjà de commencer à émettre un signal. Aminata tenait la mallette contre elle comme un trésor volé, ou un cœur arraché. Dans son abri précaire, elle regarda Ismaël dormir à ses côtés, les traits tendus mais un peu plus détendus. La pluie avait cessé. Le ciel était gris, mais dans son âme, un rayon timide se frayait un chemin. Elle avait peur. Mais elle avait aussi un objectif, nourrir son fils. À l'aube, elle quitta discrètement le quartier pour ne pas être reconnue. Elle prit le soin de cacher la mallette dans une vieille bassine qu'elle couvrit de linge sale. Une marchande lui prêta une longue robe délavée pour qu'elle paraisse moins repérable. Une solidarité silencieuse existait entre les invisibles. Elle se rendit dans une boutique modeste, tenue par une vieille femme au regard méfiant. Là, elle acheta du lait pour bébé, quelques couches, du pain, du riz, du poisson séché. Elle paya en liquide. La vendeuse haussa les sourcils mais ne posa pas de questions. Ensuite, elle loua une petite chambre pour 2 nuits dans une pension délabrée tenue par un vieil homme aveugle. Il lui tendit la clé sans commentaire. Pour la première fois depuis des mois, Aminata posa son fils sur un vrai lit. Elle le lava avec de l'eau chaude. Elle le nourrit. Elle le berça jusqu'à ce qu'il s'endorme sans pleurer. Elle s'assit alors, le dos contre le mur, les yeux pleins d'eau. « Ya Allah, est-ce que tu me puniras pour ce que j'ai fait ?» Le silence lui répondit. Puis elle sortit le carnet noir et le téléphone. Le téléphone était verrouillé. Écran tactile, modèle hors de prix. Elle n'y connaissait rien, mais elle sentait qu'il n'était pas un téléphone ordinaire. Elle le rangea sans y toucher davantage. Mais le carnet, ce carnet attirait sa curiosité. À l'intérieur, des noms, des montants, des dates, des initiales. Certains mots étaient codés. D'autres non. Elle vit des noms connus, des hommes politiques, des chefs religieux, des ministres. Et toujours, des flèches reliées à des chiffres à 7 ou 8 zéros. Aminata ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qu'elle avait entre les mains. Mais ailleurs, dans une salle privée du restaurant, El Hadj Moussa Diop venait de se lever brusquement de table. Il avait remarqué l'absence de sa mallette. Il appela son garde du corps avec une froideur tranchante. « Où est la voiture ?
Toujours dehors, patron. Et la mallette? Le garde blêmit. Moussa ferma les yeux, lentement. Quand il les rouvrit, il n'avait plus l'air d'un homme d'affaires. Il avait l'air d'un prédateur blessé. Tu as laissé partir une partie de ma vie. Il faut la retrouver. Ce soir. Où c'est toi que je vais enterrer? Dans les coulisses luxueuses du restaurant, l'atmosphère était devenue électrique. El Hadj Moussa Diop, impitoyable et respecté, n'était pas un homme qu'on volait sans conséquence. Surtout pas cette mallette. Il s'enferma dans son 4x4 noir, refermant la portière d'un geste sec. Je veux les images des caméras de surveillance. Tout de suite. Et appelle Cissé. Son chauffeur, un homme discret au regard dur, acquiesça. 10 minutes plus tard, ils étaient dans une salle privée d'un commissariat, où un capitaine corrompu lui faisait défiler les vidéos. Sur les écrans, on vit brièvement une femme vêtue de loques, tenant un bébé. Une silhouette voilée par la pluie. Discrète. Mais à un moment, on la vit ouvrir la portière. On vit aussi qu'elle s'enfuit avec la mallette. Moussa se pencha en avant. Faites un arrêt sur image. Zoom sur son visage. Le zoom était flou, mais suffisant pour deviner une jeune femme aux traits fatigués, avec un regard déterminé. Le milliardaire resta silencieux quelques secondes. Elle a un enfant, ça va ralentir ses mouvements. Elle ne pourra pas aller loin. Il sortit son téléphone personnel, appela un certain commandant Cissé, ancien militaire, aujourd'hui son homme de l'ombre. On m'a volé quelque chose. Une femme avec un bébé. Médina, ce matin. Elle a pris la mallette noire. Et le téléphone, demanda Cissé. Dans la mallette. Il aimait encore. Localise-le. Mais fais vite. Le carnet était avec. Si ça tombe dans les mauvaises mains. Cissé ne posa pas plus de questions. Il connaissait la gravité de la situation. Pendant ce temps, Aminata, toujours cachée dans sa petite chambre de fortune, regardait son fils dormir paisiblement. Elle pensait à ce qu'elle allait faire. Fuir? Acheter un billet pour un autre pays? Tenter sa chance à Bamako ou Abidjan? Mais elle n'avait ni papier, ni expérience dans la fuite. Elle ne savait pas qu'en ce moment même, un ancien commando, un chasseur de fantômes, était lancé à ses trousses. Pas un policier. Pas un juge. Quelqu'un qui n'obéissait qu'à la loi du silence. Et du sang. Dans sa chambre exiguë, Aminata allait et venait nerveusement. Son cœur ne battait plus au même rythme. Ce n'était plus la faim qui l'oppressait, mais une autre sensation, plus dangereuse encore, le pressentiment. Elle avait l'impression d'être observée. Comme si le monde entier venait de s'apercevoir de son existence. Elle prit le téléphone dans la mallette. Toujours verrouillé. Elle essaya instinctivement quelques combinaisons. 0000, 1234, la date du jour. Rien. L'écran restait verrouillé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce téléphone contenait un système de localisation activé automatiquement dès son ouverture. Un petit clignotement discret dans la puce GPS venait d'alerter le réseau privé d'El Hadj Moussa Diop. À des kilomètres de là, dans une salle sombre tapissée d'écrans, commandant Cissé sourit en voyant le point rouge apparaître sur la carte de la ville. Elle vient de le toucher. Elle est encore là. Quartier Grand Yoff. Rue des Cordonniers. Bloc C. 2e étage. Il se leva, prit un gilet pare-balles, une sacoche noire, et s'adressa à son équipe d'élite. Pas de police. Pas de bruit. Une femme et un bébé. On prend la mallette, le téléphone, et si elle résiste, on l'enterre avec ses illusions. Ils montèrent dans une camionnette banalisée, moteur tournant, silencieux. Pas de gyrophare. Pas d'uniforme. Cissé n'était pas un justicier, il était un nettoyeur. Pendant ce temps, Aminata repliait ses maigres affaires. Elle sentait que le temps lui était compté. Elle prit la mallette, enveloppa Ismaël dans un panier paix, et sortit discrètement. À la réception, le vieil homme aveugle l'entendit passer et murmura. Le destin ne prévient jamais quand il frappe. Aminata descendit les escaliers et se fondit dans la foule du matin. Les gens sortaient pour aller au travail, au marché, à la mosquée. Personne ne faisait attention à elle. Mais elle ne cessait de regarder derrière son épaule. Et elle eut raison. Car à peine 5 minutes après son départ, la camionnette de Cissé se gara devant la pension. 4 hommes en descendirent. Ils montèrent sans un mot. Et découvrirent une chambre vide. Le lit encore chaud. La bassine déplacée. Elle a bougé. Il faut la retrouver avant qu'elle comprenne ce qu'elle transporte vraiment.
Cissé regarda le signal GPS du téléphone. Le point rouge avançait lentement vers le marché de Sandaga. Aminata se fondait dans la foule du marché de Sandaga, cette ruche vivante où s'entremêlaient les cris des vendeurs, les klaxons des charrettes et les chants d'appel à la prière qui résonnaient au loin. Le marché, aussi chaotique qu'un labyrinthe, était l'endroit parfait pour se cacher, ou se perdre à jamais. Elle serrait la mallette contre elle, en la dissimulant sous un grand pagne coloré, tout en tenant Ismaël d'un bras. L'enfant pleurait faiblement, inconfortable, mais Aminata n'avait pas le luxe de l'apaiser. Chaque seconde comptait. Son objectif était clair, disparaître. Quitter Dakar si possible. Prendre une voiture, une charrette, même marcher jusqu'à Rufisque ou Thiès s'il le fallait. Elle pensait à sa tante éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis 5 ans, une femme pieuse qui vivait dans un village au sud du pays. Peut-être là-bas pourrait-elle respirer. Mais d'abord, elle devait se débarrasser du téléphone. Elle entra dans une petite boutique de recharge téléphonique, salua rapidement la vendeuse, puis fit mine de vouloir recharger du crédit. Elle déposa le téléphone verrouillé sur le comptoir et sortit un billet de 10 000 francs. « Vous pouvez le recharger pour moi ? Mon bébé me fait mal au dos, je vais juste m'asseoir là-bas. » La vendeuse, occupée par plusieurs clients, accepta sans vraiment faire attention. Profitant du brouhaha, Aminata sortit discrètement et s'enfonça dans une ruelle derrière la boutique. Quelques minutes plus tard, la vendeuse appela, un peu confuse. « Madame, reviens, ton téléphone. » Mais Aminata était déjà loin. Pendant ce temps, dans la camionnette banalisée, Cissé vit soudain le signal GPS s'arrêter. Puis clignoter. Puis disparaître. Il comprit immédiatement. Elle s'est débarrassée du téléphone. Elle devient maline. Il appuya sur un bouton et s'adressa à son équipe par radio. Elle est encore dans le marché. Fouillez les étals, interrogez les femmes avec des enfants. Elle ne peut pas courir loin avec un bébé et une mallette. Et rappelez-vous, on ne l'abîme pas. Pas encore. Dans le tumulte du marché, des hommes en civil commencèrent à rôder. Certains vendaient des tissus, d'autres des fruits. Tous regardaient discrètement, cherchant une femme avec un regard trop fuyant. Aminata, elle, avançait vite. Elle sentait le danger. Son instinct maternel battait plus fort que la peur. Puis, au détour d'un étal de vêtements usés, elle vit une silhouette familière. Une jeune fille au dreadlock, qui la regarda, surprise. Elle s'appelait Fatih. Une ancienne camarade d'école. Jadis promise à un avenir brillant, elle aussi s'était perdue dans les failles de la vie. Aminata ? C'est toi ? Les deux femmes se regardèrent. Et dans les yeux de Fatih, Aminata vit une lueur qu'elle n'avait pas croisée depuis longtemps, l'empathie. Elle murmura, haletante. Fatih. Aide-moi. Je crois qu'on me suit. Fatih regarda Aminata, ses yeux brillants de sueur et de fatigue, le bébé contre la poitrine et ce grand sac noué dans son pagne. Elle comprit tout de suite que ce n'était pas une histoire ordinaire. Qui te suit, ami ? La police ? Aminata jeta un regard inquiet derrière elle. Deux hommes en civil avançaient lentement, regardant autour d'eux. Ils avaient l'air ordinaires, trop ordinaires. Non. Des hommes dangereux. Pas de badge, pas d'uniforme. Ils ne veulent pas la justice, ils veulent le silence. Fatih saisit sa main. Astérisque astérisque, viens avec moi. Vite. Elle tira Aminata derrière un rideau de tissu, puis à travers une allée obscure entre deux boutiques. Elles passèrent sous une bâche, escaladèrent un muret glissant, et atterrirent dans une cour intérieure abandonnée, où trônait un ancien conteneur rouillé transformé en chambre de fortune. Je vis ici. C'est pas grand-chose, mais personne ne viendra fouiller là. Aminata entra, haletante, et posa Ismaël sur un vieux matelas. Fatih referma la porte, puis se retourna, bras croisés. Maintenant, dis-moi tout. Je vois dans tes yeux que tu as traversé l'enfer. Mais ce que tu fuis, ça a un prix. Dis-moi la vérité. Aminata hésita. Pouvait-elle faire confiance ? Pouvait-elle livrer ce secret qui lui brûlait le cœur ? Puis elle se rappela que dans ce monde, les seules âmes qui t'aidaient sans condition étaient celles qui avaient elles-mêmes goûté à la souffrance. Alors elle raconta. La nuit sous la pluie. La voiture ouverte. La mallette. Le carnet. Le téléphone. Et maintenant, les hommes qui la traquaient. Elle raconta sans détour, la gorge serrée. Fatih resta silencieuse un moment. Puis elle siffla entre ses dents. Tu n'as pas volé un homme riche, Aminata. Tu as volé un secret. Et ça, c'est 1000 fois plus dangereux. Elle s'assit,
prit le carnet noir, le feuilleta quelques instants. Elle lut quelques noms. Son visage se figea. Ces noms, je les connais. Il y a même un chef religieux très puissant ici. Ce carnet peut brûler tout un pays. Aminata murmura, le souffle court. Je voulais juste du lait pour mon fils. Je n'ai pas choisi ça. Je ne voulais pas de pouvoir. Fatih ferma le carnet, le regard grave. Mais maintenant, le pouvoir t'a choisi. Et tu ne peux plus faire marche arrière. Soudain, dehors, un chien aboya. Puis des pas. Des voix d'hommes. Fatih se leva, jeta un œil à travers une fente dans la tôle. Ils sont là. Ils fouillent les maisons. Ils approchent. Elle prit une décision rapide. Prépare-toi. On part ce soir. Je connais un vieux car qui part pour Tambacounda à minuit. Là-bas, on aura une chance de respirer. Aminata hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle n'était plus seule. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un tenait sa main. Mais dans l'ombre, Cissé n'avait pas dit son dernier mot. Il venait de recevoir une nouvelle information explosive. Quelqu'un avait repéré Fatih. La nuit tombait lentement sur Dakar, enveloppant la ville dans une chaleur moite et menaçante. Dans l'abri de fortune de Fatih, Aminata préparait ses affaires. Elle avait enveloppé Ismaël dans un tissu propre et gardait la mallette bien serrée contre elle, comme si c'était une partie de son propre corps. Fatih parlait peu. Elle préparait en silence des petits paquets, un peu de nourriture, de l'eau, des vêtements de rechange. Elle avait vécu la rue, elle connaissait la fuite. À minuit pile, le vieux car démarre du dépôt derrière la gare de Petersen. Ce n'est pas une ligne officielle, c'est pour les commerçants. Pas de registre, pas de contrôle. Mais il part sans prévenir. Si on n'est pas là à temps, on est morte. Aminata acquiesça, le cœur battant. Elle ne cessait de jeter des regards vers la ruelle. Le danger pouvait surgir de n'importe où. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un vendeur de pain, curieux des allées et venues de deux jeunes femmes dans un coin désert, avait reconnu Fatih. Il avait pris une photo. Et, contre une somme promise par un homme mystérieux en costume beige, il avait envoyé la photo par WhatsApp. Quelques minutes plus tard, dans un véhicule sombre stationné à quelques rues de là, Cissé reçut l'image. Fatih. Identifié. Il sourit. Parfait. Elle a une réputation de maline, celle-là. Mais elle ne saura pas qu'on l'attend déjà à Petersen. Il activa sa radio. Équipe 2, rendez-vous à la gare. Positionnez-vous autour du dépôt clandestin. Ne l'interceptez pas là. Laissez-la monter dans le car. On le suivra discrètement. Une fois hors de la ville, on bloque la route. Personne ne nous voit. Personne ne parle. Pendant ce temps, dans la petite pièce en tôle, Fatih terminait de fixer un pagne autour de sa taille et vérifiait un vieux couteau qu'elle dissimulait dans son sac. On y va dans 10 minutes. Tu es prête? Aminata hocha la tête. Elle regarda Ismaël, paisiblement endormi. Puis elle serra la mallette. Si quelque chose m'arrive, tu prends ça. Et tu cours. Tu promets? Fatih la regarda droit dans les yeux. Rien ne t'arrivera. Pas tant que je respire. Elles sortirent dans la nuit, se faufilant entre les ruelles sombres. Les rues étaient presque vides, à part quelques vendeurs de brochettes et les taxis klaxonnant au hasard. Elles marchèrent jusqu'au dépôt de Petersen, une vaste cour poussiéreuse, remplie de camions, de bus rouillés et de silhouettes endormies sur des sacs de riz. Le vieux car était là. Une épave verte et jaune, mais solide. Le moteur tournait déjà faiblement. Il part dans 5 minutes, murmura Fatih. Elles montèrent, s'installèrent tout au fond, dans un coin obscur. Aminata gardait Ismaël sur ses genoux. Fatih resta aux aguets, le regard vissé sur la porte du car. Mais elle ne savait pas que 3 hommes déjà assis à l'avant ne portaient pas de bagages. Et qu'ils ne regardaient personne, sauf elle. Le moteur du vieux car gronda plus fort, puis un grand soupir s'échappa du pot d'échappement. Il quitta lentement le dépôt de Petersen, laissant derrière lui les lumières vacillantes de Dakar. À l'intérieur, une dizaine de passagers somnolaient déjà, bercés par le roulis et la chaleur nocturne. Aminata regardait par la fenêtre, les yeux grands ouverts, le cœur battant à chaque virage. Ismaël dormait sur ses genoux, et Fatih, assise juste à côté, ne cessait de jeter des coups d'œil vers l'avant du véhicule. Les 3 gars là-bas, tu les trouves pas un peu trop silencieux, murmura-t-elle. Aminata suivit son regard. Les hommes en question étaient calmes, trop calmes. Pas un mot, pas de téléphone, pas de regard vers les autres passagers. Juste en veille.
Tu crois que c'est eux? Fatih ne répondit pas tout de suite. Puis, je suis sûr. Ils ne sont pas ici pour le voyage. Ils attendent quelque chose. Ou quelqu'un. Le bus roulait maintenant sur la nationale, direction Tambacounda. Une route longue, poussiéreuse, bordée de forêts et de petits villages endormis. Aucun poste de police. Aucun témoin. Aminata comprit que le piège était en train de se refermer. Mais fuir maintenant? Impossible. Le chauffeur ne s'arrêterait pas sur une route aussi isolée. Et sortir avec un bébé au milieu de nulle part, c'était une condamnation. Alors elle respira lentement. On doit réfléchir. Ils n'attaqueront pas dans le bus, pas devant les autres passagers. Donc on a une fenêtre. Tant qu'on est en mouvement, on est vivante. Fatih hocha la tête. Elle observa le plancher, les sièges, les sacs autour d'eux. Elle repéra une trappe en métal, une sortie de secours au plancher rouillée, mais présente. Si on doit fuir, ce sera par là. En pleine nuit. Dans la brousse. Tu oseras? Aminata regarda son fils, puis la mallette. Elle hocha la tête. S'il faut traverser le feu, je le ferai. Pendant ce temps, dans une voiture banalisée suivant discrètement le car, Cissé parlait dans un micro. Ne les touchez pas encore. À la hauteur du pont de Diendé, vous ferez ralentir le car avec un tricycle bloqué. Quand il s'arrête, vous montez. Vous fouillez. Vous reprenez le carnet et le téléphone. La fille, on l'amène. Le bébé, on verra. Dans le bus, les minutes passaient comme des heures. Aminata, elle, ne fermait pas l'œil. Elle avait compris qu'elle n'était plus seulement une mère en fuite. Elle était devenue une menace vivante pour des puissants. Et ces puissants venaient pour l'effacer. Le vieux car avançait dans l'obscurité, ses phares éclairant faiblement une route droite et déserte. Les passagers dormaient ou murmuraient entre eux. Personne ne se doutait que la mort rôdait entre les sièges. Aminata, elle, sentait une chaleur étrange au creux de la poitrine. Ce n'était pas la peur, c'était l'instinct. Celui d'une mère dont l'enfant est en danger, même sans un bruit. Ismaël remua dans ses bras, émit un petit gémissement. La sueur perla sur le front d'Aminata. Fatih, on approche d'un pont, non? Fatih regarda dehors. Un panneau, Diendé, 3 kilomètres. Elle blêmit. Oui. Et ça colle avec ce qu'il ferait. Un point isolé, un ralentissement forcé, personne pour voir ni entendre. On doit sortir avant. Aminata regarda le sol. La trappe rouillée. Elle se pencha lentement, souleva un coin. Elle grinça. Fort. Trop fort. L'un des hommes à l'avant tourna lentement la tête. Il regarda. Longtemps. Puis il se leva. Fatih. Chuchota Aminata. Mais Fatih avait déjà sorti son couteau, dissimulé dans une poche de sa robe. Elle le coinça dans sa manche. Prépare-toi à courir. Le bus ralentissait doucement à l'approche du pont. À l'avant, un petit tricycle semblait bloquer la chaussée. Misérablement abandonné. Piège parfait. Le deuxième homme se leva. Le troisième regardait vers le chauffeur. Complice? Possible. Alors Fatih bondit. Maintenant. Elle ouvrit la trappe d'un coup de pied. Le métal hurla, réveillant certains passagers. Aminata sauta dans l'ouverture, Ismaël serré contre sa poitrine. Une chute de 2 mètres. Elle roula dans la poussière, le souffle coupé. Fatih la suivit, puis referma la trappe de l'extérieur en la poussant sous le châssis du car. Elles étaient sous le car, alors qu'il s'arrêtait lentement. Les hommes descendirent. Ils coururent vers la porte arrière. Où sont-elles? Un passager désorienté marmonna. 2 filles. Elles étaient là, mais les 2 femmes rampaient déjà sous la brousse, se faufilant dans l'ombre, loin de la route. Loin de la lumière. Cissé, dans sa voiture à quelques mètres, frappa le volant en voyant le chaos. Elles sont parties. Ces filles sont plus intelligentes que prévu. Il sortit, et cria à ses hommes. Fouillez les alentours. Inspectez la route, les fossés, les arbres. Elles ne peuvent pas courir loin avec un bébé. Je les veux. Vivantes. Mais à genoux. Dans les buissons, Aminata pleurait silencieusement, tenant Ismaël contre elle. Fatih, haletante, murmura. On a gagné du temps. Mais pas la guerre. Et dans le noir de la brousse, le chant lointain des grillons était le seul témoin de cette évasion désespérée.
La lune éclairait à peine les buissons épineux qui entouraient la route. Aminata et Fatih marchaient à travers la brousse sèche, les pieds nus, griffés par les herbes coupantes, les bras engourdis par la fatigue. Ismaël pleurait par moments, puis retombait dans un sommeil fiévreux. La mallette pesait. Le silence pesait encore plus. Cela faisait plus d'une heure qu'elle s'était enfoncée dans la forêt. Le car était loin derrière. Les voix aussi. Mais la peur, elle, restait collée à leur peau. Fatih, il nous faut de l'eau. Ismaël est chaud, il a de la fièvre. Fatih s'arrêta, les mains sur les genoux. Son souffle était court. Elle regarda les alentours. Rien qu'un océan d'ombre, de pierres et de ronces. Il doit y avoir un village pas loin. Ces routes traversent toujours des hameaux. Mais on ne peut pas demander de l'aide n'importe où. On ne sait pas qui les paie. Aminata hocha la tête, les lèvres gercées. Tu crois qu'ils nous suivent encore? Fatih observa le ciel. Pas tout de suite. Ils doivent couvrir la zone autour du pont. Mais ils ont des voitures, nous non. Demain matin, ils nous auront rattrapés si on ne bouge pas. Elles reprirent leur marche. Lentement. Aminata chantonnait doucement pour calmer son bébé, le serrant contre elle malgré les piqûres d'insectes et les douleurs musculaires. Après une longue marche, elles aperçurent enfin une lumière. Une flamme vacillante. Une case isolée. Puis une autre. Un petit village. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas le choix. On entre, on demande de l'eau et un coin d'ombre pour le bébé. On ne parle à personne d'autre. Elles frappèrent à la porte d'une vieille case. Un homme âgé, au regard fatigué, leur ouvrit. Il les observa longuement, silencieux. Puis il dit simplement. Vous fuyez. Je vois la peur dans vos yeux. Aminata s'agenouilla. Mon fils est malade, on ne vous dérangera pas longtemps. On partira dès que le jour se lève. Le vieil homme fit un signe de tête. Entrez. Dieu voit les cœurs. Et les mères. Elles entrèrent dans la petite case, où une natte les attendait. L'homme leur donna de l'eau fraîche dans une calebasse. Il regarda Ismaël et posa sa main sur son front. Il a la fièvre, mais ce n'est pas grave. Reposez-vous. Ici, personne ne viendra. Mais dehors, au loin, un drone discret, équipé d'une caméra thermique, venait de repérer une trace de chaleur anormale, dans une case isolée. Et à des kilomètres de là, Cissé reçut la notification. Il sourit, sinistre. Elle croit être en sécurité. Préparez l'unité. On part avant l'aube. Le chant du coq résonna dans le petit village comme une alarme venue du ciel. Aminata ouvrit les yeux, le dos endolori, mais le cœur un peu plus léger. Pour la première fois depuis des jours, elle avait dormi sans sursaut. Ismaël respirait calmement. Sa fièvre semblait tomber. Fatih dormait encore, une main sur le manche de son couteau, même dans le sommeil. Le vieil homme était déjà dehors. Il avait préparé une tisane à base de feuilles de nîmes et d'écorce, qu'il tendit à Aminata avec un regard bienveillant. Donne-lui ça. Pas trop. Et prends du riz. Vous aurez besoin de force pour continuer. Que Dieu vous protège, papa. Il sourit faiblement. Le monde a oublié que les pauvres ont encore des cœurs. Mais à la lisière du village, dans les hautes herbes, une équipe en treillis léger venait de poser pied. Silencieuse. En formation de cercle. Cissé avançait, en gants noirs, les yeux fixés sur une tablette qui indiquait « Signal localisé. 30 mètres. Cible immobile. Elle est là. » Discrètement. Pas de cris. Pas de sang dans le village. On agit proprement. Mais ce que Cissé ne savait pas, c'est que le vieil homme avait aperçu dans la nuit le flash du drone. Et s'il ne savait pas ce que c'était, il savait reconnaître un chasseur. Il entra dans la case, s'adressa calmement à Fatih. « Vous devez partir. Maintenant. Je vais les retenir. Prenez le sentier des chasseurs derrière la colline. Il mène à un camp de pêcheurs. S'ils vous voient, donnez-leur ma bague. Ils vous cacheront. » Aminata prit Ismaël dans ses bras, enroula la mallette dans un linge, et suivit Fatih en silence. Elles sortirent par l'arrière, se faufilant entre les cases, tandis que le vieil homme, sans bruit, alluma un petit feu dans une marmite, laissant s'élever une fumée dense. Au même moment, Cissé fit signe d'avancer. Ils encerclèrent la case. Bougez. Cible verrouillée. Mais lorsqu'ils entrèrent, ils ne trouvèrent qu'un vieillard souriant, assis devant une marmite fumante. Où est-elle? Qui? Cissé s'approcha, furieux. La femme. Le bébé. La mallette.
Les hommes fouillèrent. Rien. Aucune trace. Pas de mallette. Pas d'enfant. Pas même de pagne oublié. Si c'est compris. Ils ont fui. Et toi, vieux fou, tu viens de signer ton arrêt de mort. Mais il se trompait. Car le vieil homme n'était pas n'importe qui. Et dans la forêt, Aminata et Fatih couraient encore, avec un avantage de quelques précieuses minutes. Le sentier était étroit, tapissé de feuilles sèches et bordé de baobabs silencieux. Fatih avançait la première, son regard scrutant chaque branche, chaque bruit de la forêt. Derrière elle, Aminata portait Ismaël d'un bras et la mallette de l'autre, ses muscles tendus, ses jambes tremblantes mais déterminées. Le soleil filtrait à peine à travers les feuillages. La terre était rouge, humide, comme si la forêt elle-même voulait cacher leurs pas. « Tu crois qu'on est assez loin ?» souffla Aminata, le souffle court. « Non. Mais on est sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. C'est notre seul avantage. » Le sentier des chasseurs était connu des anciens, il serpentait entre collines et bosquets, loin des routes. Seuls les pêcheurs et les chasseurs le prenaient encore. Le vieil homme l'avait bien dit, au bout, un camp de pêcheurs. Des hommes simples. Des hommes silencieux. Mais le poids de la mallette ralentissait Aminata. Chaque pas était un défi. Son boubou s'accrochait aux ronces. Ismaël pleurait à intervalles irréguliers. Fatih finit par s'arrêter. « Donne-moi la mallette. Tu portes ton enfant. Moi je porte leur enfer. » Aminata hésita, puis céda. Fatih prit le sac, le fixa dans son dos avec une corde nouée autour de sa taille. « Ce que tu transportes peut renverser des trônes. Mais ce que tu tiens dans tes bras vaut plus qu'un empire. Tu dois survivre. » Elles marchèrent encore. Pendant 1 heure. 2 peut-être. Jusqu'à ce qu'enfin, le feuillage s'ouvre sur un petit village de fortune. Des pirogues retournées, des huttes en bois, des filets suspendus au soleil. Un pêcheur trapu, la peau tannée par le soleil, les observa approcher avec méfiance. Mais lorsque Fatih sortit la bague du vieil homme, il baissa les yeux et murmura. « Entrez. Ce que vous fuyez est plus proche que vous ne le croyez. » Il les guida vers une cabane au bord d'un marigot, un endroit isolé. Il leur offrit du manioc, de l'eau fraîche, puis les laissa seuls. Aminata s'écroula. Son dos brûlait. Ses mains tremblaient. Mais avant de dormir, elle fixa la mallette posée au sol. Fatih. Et si on utilisait ce qu'il y a dedans? Pas pour fuir, mais pour parler. Pour que ce qu'on a vu sorte. Fatih se redressa, surprise. Tu veux affronter ces gens? Dévoiler leurs secrets? Tu sais qu'ils tuent pour moins que ça. Oui. Mais s'ils me tuent, qu'au moins le monde sache pourquoi. Dans la cabane, un silence lourd tomba. Mais dans les yeux d'Aminata, une lumière nouvelle venait de naître. Ce n'était plus la lumière de la peur. C'était celle du courage. Le lendemain matin, un vent léger caressait la surface calme du marigot. Les pêcheurs s'activaient, silencieux, réparant leurs filets, chargeant les pirogues. Dans la petite cabane isolée, Aminata se tenait debout, le regard rivé sur la mallette. La nuit lui avait offert une révélation. Ce n'était plus seulement une fuite. C'était une bataille. Une bataille pour la vérité, pour son fils, pour toutes celles qui, comme elle, vivaient dans l'ombre d'un monde construit par les puissants et protégé par le silence. Fatih s'étira sur sa natte, les traits tirés par la fatigue. « Tu n'as pas dormi. »« Si. Juste un peu. J'ai surtout réfléchi. »« Et à quoi, madame la résistante ?» dit Fatih avec un sourire amer. « À ce que je peux faire, pas avec un couteau, mais avec ce carnet. » Elle sortit le petit carnet noir de la mallette. Encore une fois, elle feuilleta les pages remplies de noms, de montants, de codes secrets. Mais maintenant, elle n'y voyait plus de confusion. Elle voyait une carte, une bombe, un levier. Ces noms. Si je les montre à un journaliste honnête, à un avocat courageux, à un activiste propre, peut-être qu'on a une chance. Fatih secoua la tête. Tu rêves. Ce pays est bâti sur l'omerta. Tous les journalistes honnêtes qu'on connaissait sont soit silencieux, soit à l'étranger. Et les juges travaillent déjà pour ceux qu'on veut exposer. Pas tous. Il doit bien rester une voix. Une seule. Il suffit d'une voix pour réveiller un pays. Fatih soupira longuement. Elle sortit un vieux téléphone à carte prépayée, un modèle usé qu'elle gardait pour les cas extrêmes. J'ai peut-être quelqu'un. Une amie de ma sœur. Elle travaille pour une radio en ligne, dans un quartier populaire. Elle a déjà reçu des menaces pour avoir dénoncé une arnaque immobilière.
Elle est discrète, mais elle écoute. Aminata s'approcha. Donne-moi son numéro. Je l'appelle. Fatih sourit faiblement. Tu sais que si on fait ça, on entre dans la guerre. Une vraie. Pas la fuite. La confrontation. Aminata regarda Ismaël, encore endormi dans un pagne propre, le front frais. Je n'ai pas commencé cette guerre. Mais s'ils veulent la mener contre une mère et son fils, alors je me battrai jusqu'au bout. Quelques minutes plus tard, elle composa le numéro. Une voix féminine, grave et méfiante, répondit. Allô? Aminata respira profondément. Mon nom n'a aucune importance, mais j'ai quelque chose que votre pays mérite de voir. Et dans cette pirogue de pêcheurs, au bord du monde, une mère sans abri venait de déclarer une guerre de vérité. La voix à l'autre bout du fil resta un instant silencieuse, comme si elle pesait chaque syllabe prononcée par Aminata. Puis, d'un ton plus calme. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous dire par ce que le pays mérite de voir? Aminata serra le téléphone entre ses mains, le cœur battant. Je ne peux pas vous donner mon nom. Pas encore. Mais j'ai un carnet. Un carnet qui contient des noms, des montants, des preuves de corruption. Des ministres, des chefs religieux, des hommes d'affaires. Tous liés. Et tous protégés par un homme. El Hadj Moussa Diop. Un nouveau silence. Puis la voix se raffermit. Vous savez ce que vous êtes en train de dire? Moussa Diop est intouchable. On ne prononce pas son nom dans les médias. Même les chaînes internationales évitent le sujet. Moi, je l'ai volé. Moi, je l'ai vu. Et maintenant ils veulent me faire disparaître. Moi, mon bébé, et toutes les preuves. La journaliste, nommée Seynabou Diallo, prit une inspiration longue. Puis, où êtes-vous? Je ne peux pas vous le dire. Mais si vous êtes prête à écouter, je peux vous envoyer une copie d'une page. Un échantillon. Si ça ne vous suffit pas, je raccroche et je ne vous dérange plus jamais. Seynabou répondit avec prudence. Envoyez. Je ne vous promets rien. Mais si ce que vous dites est vrai, alors je vous aiderai. Fatih photographia rapidement une page du carnet. Une transaction de plusieurs milliards de francs CFA, datée, avec la signature codée d'un ministre en exercice. Elle l'envoya via une appli sécurisée. 2 minutes plus tard, Seynabou rappela. Sa voix n'était plus la même. Elle était tendue, frappée, vivante. Vous avez 5 secondes pour me dire exactement ce que vous attendez de moi. Aminata, sans hésiter. Je veux une rencontre. Discrète. Dans un endroit sûr. Et si je ne reviens pas, je veux que vous diffusiez tout. Absolument tout. D'accord. Je vais disparaître 2 jours. Je vous envoie une adresse dans les 24 heures. Ne contactez personne d'autre. Et brûlez ce téléphone après cet appel. La communication se coupa. Fatih et Aminata se regardèrent. Tu penses qu'on peut lui faire confiance? Demanda Fatih. Non. Mais je sais que si on ne fait rien, ce carnet ne servira à personne. Aminata sortit de la cabane, leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis le début de sa fuite, elle ne fuyait plus vers l'inconnu. Elle marchait vers une vérité que personne ne voulait entendre. 22 heures plus tard. Un nouveau téléphone. Une nouvelle carte SIM. Un message discret sur une application cryptée. Demain à 14 heures. Ancien phare de Ngor. Viens seul. Pas d'enfant. Pas de sac. Le monde t'attend, mais pas trop fort. Aminata relut le message plusieurs fois. Elle savait que c'était un risque. Peut-être un piège. Peut-être même que Seynabou avait été compromise. Mais elle savait aussi une chose. Si elle reculait maintenant, il n'y aurait plus de deuxième chance. Ce carnet ne pouvait pas dormir éternellement au fond d'une cabane. Il devait parler. Tu ne peux pas y aller seul, murmura Fatih. Je dois. C'est la condition. Et puis, toi, tu restes ici avec Ismaël. Si jamais je ne reviens pas, tu devras terminer ce que j'ai commencé. Fatih ferma les yeux. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle hocha lentement la tête. Alors on va s'y préparer. Comme une opération. Pas comme un suicide. Le lendemain matin, très tôt, elles partirent à pied, puis furent prises en stop par un marchand de poissons qui les rapprocha de Dakar. Aminata échangea sa robe avec une autre femme rencontrée sur la route. Changement de silhouette, de démarche, de visage. À midi, elles étaient à Ngor. À 13h55, Aminata se tenait seule au pied du vieux phare, les mains vides, le souffle calme, le cœur en feu. À 14h,
Une silhouette sortit de l'ombre d'un mur délabré. Une femme. Jeune. Voilée. Des lunettes noires. Un carnet à la main. Tu es Aminata. Aminata hésita, puis répondit. Je suis celle qui a vu ce que tout le monde nie. Sénabou s'approcha. Elle regarda autour d'elle, vérifia qu'aucun téléphone ne l'écoutait. Puis elle tendit la main. Tu as la vérité. Moi, j'ai la voix. Parlons. Elles s'assirent sur une pierre, face à l'océan, à l'abri du monde. Aminata raconta tout. De la pluie. Du bébé affamé. De la mallette. Du carnet. De la fuite. Des poursuites. Des hommes sans nom. Et Sénabou écouta. Chaque mot. Chaque souffle. Elle enregistra tout. Et quand Aminata eut terminé, elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit. Ce que tu viens de me donner, va soit changer ce pays. Soit enterré. Aminata regarda l'horizon. Le vent lui soufflait sur le visage. Alors choisis bien le moment. Car après, rien ne sera plus jamais comme avant. Le lendemain matin, à 6 heures, un bruit discret, mais puissant, se mit à circuler sur les téléphones des quartiers populaires. D'abord à Pikine, puis à Rufisque, jusqu'au bureau climatisé de Plateau. Un lien. Une simple vidéo audio. Pas signée. Pas revendiquée. Juste un titre. Confession d'une mère contre un empire. Dans la vidéo, on entendait une voix féminine. Émotive. Brisée, mais ferme. C'était Aminata. Elle racontait son histoire, sans nommer le lieu, sans visage, mais avec une vérité si tranchante que même les plus sceptiques restaient figés. Et j'ai ouvert la portière non pas pour voler, mais pour sauver. Ce que j'ai trouvé, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un livre de mensonges. Un registre de crimes silencieux. Et depuis, je cours. Avec mon fils dans les bras. Parce qu'un homme riche préfère me voir morte, que pauvre, mais libre. En moins de 2 heures, la vidéo fut relayée par des blogueurs, des influenceurs, des activistes. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le nom d'El Hadj Moussa Diop apparut. Puis celui d'un ministre. Puis d'un célèbre chef religieux. Tous liés par ce carnet invisible, mais réel. Et ce fut comme une traînée de poudre. Les appels s'enchaînèrent. Les journalistes étrangers s'en mêlèrent. Les ONG commencèrent à poser des questions. Un climat de tension s'installa au sommet de l'État. Dans son bureau feutré, Moussa Diop vit la vidéo. 2 fois. Sans bouger. Puis il écrasa son téléphone sur le sol. Cissé, hurla-t-il. Patron. Ils ont osé. Cette fille, elle a retourné le feu contre nous. Je peux l'effacer. Non. Il est trop tard. Maintenant, ce n'est plus une poursuite. C'est une guerre médiatique. Elle a réveillé le pays. Elle a exposé notre visage. Et que faisons-nous? Moussa Diop regarda longuement par la fenêtre, puis murmura. On ne peut pas éteindre un feu avec la cendre. Il nous faut frapper fort. Un exemple. Public. Spectaculaire. Pendant ce temps, Fatih avait allumé une petite radio dans la cabane au bord du Marigot. Elle reconnut la voix. Et elle pleura. Aminata, la fille brisée, était devenue la voix d'un peuple blessé. Mais cette voix allait devoir affronter la tempête du pouvoir. L'audio d'Aminata tournait en boucle sur les réseaux, les radios communautaires, les forums de jeunes, les groupes WhatsApp des quartiers populaires. La rue parlait. Les taxis discutaient. Les mosquées murmuraient. Mais au sommet, c'était la panique feutrée. Au palais présidentiel, un conseil d'urgence avait été convoqué. Le ministre de la Communication fulminait, les sourcils froncés. Comment cette voix a-t-elle pu nous échapper? Qui l'a diffusée? Comment n'a-t-on pas identifié la source? Un conseiller plus jeune répondit. Les gens l'ont envoyé via Bluetooth, partage direct. Pas sur les plateformes officielles. On a supprimé plusieurs copies, mais à chaque suppression, 10 nouvelles versions apparaissent. Le président, jusqu'alors silencieux, tapa doucement du doigt sur l'accoudoir de son fauteuil. Et cette femme? On a un nom? Une trace? Juste un prénom, Aminata. Le même prénom que des milliers de femmes. À des kilomètres de là, dans une villa ultra protégée sur la corniche, El Hadj Moussa Diop se tenait seul dans une pièce sans fenêtre. Devant lui, le carnet. Une copie, mais fidèle. Le vrai, il ne savait même plus où il était. Ses yeux se posèrent sur un nom. Un nom qui,
s'il était prononcé publiquement, pourrait faire basculer le gouvernement. Il attrapa son téléphone. Cissé. Plan B. Autorisation confirmée. Absolue. Je veux cette femme avant la fin de la semaine. Morte ou détruite. Qu'importe. Mais pas silencieuse. Trop tard pour le silence. Maintenant, il nous faut le choc. Cissé raccrocha. Il donna l'ordre. Un commando spécial, formé de civils payés, mercenaires et hackers, fut déclenché. Objectif, traquer les moindres indices numériques laissés par Aminata et briser son réseau. Pendant ce temps, Aminata et Senabou s'étaient réfugiés dans une maison sécurisée appartenant à un diplomate en exil. Là, protégée, Aminata écrivait son témoignage complet, ligne après ligne. Chaque mot était un cri contenu. Chaque phrase, une flèche. Elle n'était plus qu'une mère en fuite. Elle était devenue la clé d'un scandale national. Mais elle savait une chose, plus la vérité s'approchait de la lumière, plus les ténèbres se rapprochaient d'elle. Senabou, dans son bureau temporaire installé dans la maison sécurisée, faisait le montage final de la vidéo. Aminata y apparaissait voilée, son visage en partie dissimulé, mais ses yeux, eux, portaient toute la vérité du monde. Ce n'est pas une guerre contre un homme, disait-elle dans la vidéo, c'est une guerre contre un système. Un système qui écrase les faibles et nourrit les puissants. La vidéo était prête. Elle devait être diffusée dans les 24 heures sur un site étranger protégé par des lois internationales. Une première mondiale. La première fois qu'un simple témoin, sans parti pris, révélait une architecture complète de la corruption nationale. Mais c'était aussi le moment le plus dangereux. À l'autre bout de la ville, Cissé venait de recevoir une information inattendue. Une photo. Une capture floue d'une caméra de surveillance, trafiquée par un hacker à sa solde. On y voyait une femme portant un bébé, accompagnée d'une journaliste connue, identifiée formellement comme Senabou Diallo. Cissé sourit. Si on ne peut pas l'attraper par la force, on va la discréditer par l'image. Quelques heures plus tard, une rumeur commença à enfler sur les réseaux sociaux. La voix qui parle contre les puissants est en réalité une manipulatrice financée par une ONG occidentale. Elle veut déstabiliser le pays. Des vidéos montées de toutes pièces apparurent, montrant de faux documents, des faux virements bancaires, des extraits déformés de la confession d'Aminata. Le but était clair, saturer l'opinion, noyer la vérité dans le doute. Senabou, en découvrant cela, faillit s'effondrer. Ils sont en train de retourner l'opinion contre toi. Ils te peignent comme une menteuse, une traîtresse. Mais Aminata resta calme. Étrangement calme. Alors ils ont peur. Ça veut dire qu'on touche juste. Tu vas publier la vraie vidéo? Oui. Dans 6 heures. Mais si je le fais, tu ne pourras plus jamais disparaître. Le monde entier saura qui tu es. Tu veux vraiment ça? Aminata regarda par la fenêtre, là où jouait Ismaël avec une petite balle. Puis elle répondit, avec une douceur infinie. J'ai volé pour qu'ils vivent. Maintenant, je parle pour qu'ils grandissent dans un monde meilleur. Et dans ces mots, elle ne prononçait pas seulement une réponse. Elle écrivait une déclaration d'héroïsme. Minuit. Le monde dormait, sauf ceux qui avaient peur de la vérité. Senabou, dans une salle sécurisée reliée à un serveur étranger, appuya sur « Publier ». La vidéo de 27 minutes, intitulée « Le carnet noir d'un empire corrompu », fut mise en ligne sur un site d'investigation européen, puis relayée instantanément par des journalistes indépendants, des militants africains et plusieurs ONG internationales. Aminata y apparaissait voilée, digne, calme. Chaque mot tranchait comme une lame dans le cœur des puissants. Elle y révélait des transactions illicites entre un groupe minier et un ministre de l'Environnement, des rétrocommissions versées à un guide religieux très influent, une liste de contrats truqués liés à des projets d'infrastructure, des mouvements de fonds offshore à travers des comptes tenus par El Hadj Moussa Diop. Des extraits du carnet étaient montrés, floutés mais authentifiés. À la 19e minute, une phrase foudroyante d'Aminata. Ce carnet, je ne l'ai pas volé. Il m'a été confié par le destin. Si je me tais, je suis complice. Si je parle, je suis en danger. J'ai choisi de parler. Réaction en cascade. Au Sénégal, les réseaux explosèrent. Twitter, Facebook, TikTok, chaque plateforme relayait l'affaire sous les hashtags. Hashtag carnet noir, hashtag justice pour Aminata, hashtag le pouvoir contre le peuple. Dans plusieurs universités, des étudiants organisèrent des sit-ins. À Saint-Louis,
Une manifestation silencieuse eut lieu devant le tribunal. À Dakar, des activistes projetèrent des extraits de la vidéo sur des murs publics. À l'international, des ONG appelèrent à une enquête. Une coalition d'avocats africains lança une pétition pour protéger Aminata comme lanceuse d'alerte. Mais dans l'ombre, la contre-attaque se préparait. Chez Moussa Diop, la tension était à son comble. Il venait de recevoir un appel glacial d'un ministre. « Moussa, tu nous as tous mis en danger. Le feu est à la porte. Tu dois nettoyer ton nom. Ou tu coules. Et nous avec. » Moussa raccrocha sans répondre. Puis, il lança à Cissé. « Plus d'intermédiaire. Tu me la ramènes. Vivante. Devant moi. Maintenant. » Cissé sourit. Il ne reste plus qu'un endroit où elle peut aller. Et pendant qu'Aminata dormait paisiblement, croyant avoir enfin offert au monde une chance de voir clair, la nuit se mit à gronder. L'aube n'était pas encore levée lorsque le silence fut brisé par un claquement sourd. La porte de la maison sécurisée explosa sous la force d'un bélier. 3 hommes cagoulés, armés et rapides comme des ombres, se ruèrent à l'intérieur. Pas un mot. Pas un tir. Ils étaient des professionnels. Des chasseurs silencieux. Aminata fut tirée de son sommeil par un cri, celui de Sénabou. Elle n'eut pas le temps de bouger. Une main s'abattit sur sa bouche. Une autre arracha Ismaël de ses bras. Fatih hurla, tenta de se battre, mais fut frappé d'un coup sec à la tempe. Tout fut terminé en moins de 2 minutes. Ismaël fut laissé, hurlant sur le sol. Fatih, blessé, rampa vers lui. Aminata, elle, fut jetée dans un véhicule noir, bâillonnée, les poignets liés. La voiture s'enfonça dans l'obscurité, emportant avec elle la femme que tout un peuple commençait à écouter. Quelques heures plus tard, dans une pièce glaciale au sous-sol d'une villa isolée, Aminata était assise sur une chaise en métal. Face à elle, El Hadj Moussa Diop en personne. Lui, calme. Soigné. Une tasse de thé à la main. Elle, les cheveux en bataille, le regard indompté. Tu aurais pu tout avoir, Aminata. Argent. Papier. Une vie tranquille. Mais tu as choisi de parler. Pourquoi? Elle cracha au sol. Parce que je ne veux pas que mon fils grandisse dans un monde dirigé par des monstres comme toi. Moussa sourit, froidement. Tu sais ce qu'on fait aux traîtres dans ce pays. Aminata le fixa droit dans les yeux. Tu ne peux pas tuer une voix que des millions de gens ont déjà entendue. Même si tu me fais taire, ma vérité est en marche. Mais tu es seul maintenant. Et l'opinion change vite. On la distrait, on la fait douter. Tu seras oublié. Comme tant d'autres. Il se leva, s'approcha, lui caressa le visage d'un geste glaçant. Ce soir, tu vas disparaître. Accident. Ou overdose. Peut-être une agression. Qu'importe. Mais alors qu'il se retournait, un téléphone sonna dans la poche d'un de ses gardes. Le garde décrocha, écouta quelques secondes, puis pâlit. Patron, il faut que vous voyiez ça. À l'extérieur, des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le ministère de la Justice. Des manifestants brandissaient des pancartes. Où est Aminata? Le peuple a vu, le peuple ne se taira pas. La vidéo avait été sous-titrée en 5 langues. Elle avait été diffusée par une chaîne européenne. Et un député influent venait d'annoncer qu'il allait demander l'asile politique pour Aminata. Moussa serra les dents. Il venait de comprendre une chose. Il n'avait pas capturé Aminata. Il avait allumé une révolution. Dans les rues de Dakar, la colère montait. Pas une colère bruyante. Une colère lente, profonde, enracinée. Celle du peuple qu'on humilie depuis trop longtemps, et qui, pour la première fois, a vu une des siennes oser parler. Les visages d'Aminata et d'Ismaël étaient désormais partout. Sur les murs. Sur les téléphones. Dans les écoles. Même dans les prisons. Les mots de sa confession avaient franchi les barrières ethniques, sociales, religieuses. Elle n'était plus seulement une mère. Elle était devenue le symbole d'un espoir enfoui. Pendant ce temps, dans la villa de Moussa Diop, Aminata était toujours enfermée, mais elle savait. Elle sentait que quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule. Le garde revint. Il avait changé de ton. On parle de toi aux Nations Unies. Les journalistes campent devant la villa. Une plainte internationale vient d'être déposée. Et un de nos alliés vient de retourner sa veste. Moussa entra furieux, le visage défait, le regard perdu. Tu m'as tout pris.
Ma réputation. Mon pouvoir. Mon silence. Je t'ai pris ce que tu as volé au peuple. Tu n'as jamais été puissant. Juste protégé par le silence. Il la frappa. Pas fort. Mais comme un homme au bord du gouffre. Elle ne réagit pas. Ils ne te verront plus, cracha-t-il. Mais à ce moment précis, une explosion retentit dehors. Pas une bombe. Un crash de drone de surveillance, attaqué par un groupe d'activistes numériques appelés les Veilleurs. En quelques secondes, toutes les images internes de la villa furent piratées et diffusées en direct sur le web. Et parmi ces images, une femme attachée à une chaise. Le visage marqué, mais toujours debout. Le monde entier vit. Le monde entier comprit. Quelques heures plus tard, la villa fut encerclée. Pas par la police. Par des milliers de citoyens. Des officiers honnêtes, poussés par la pression populaire, libérèrent Aminata en pleine nuit, sous les cris de la foule. Aminata! 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 Elle sortit, chancelante, Ismaël dans les bras qu'on avait retrouvé sain et sauf, grâce à Fatih. Et dans la lumière des téléphones portables levés vers le ciel, elle leva la main. Elle ne dit rien. Elle n'avait plus besoin de parler. 6 mois plus tard, le Sénégal n'était plus tout à fait le même. Le scandale du carnet noir avait provoqué un raz-de-marée. Des enquêtes furent ouvertes. 2 ministres démis. Plusieurs chefs religieux se retranchèrent dans le silence. El Hadj Moussa Diop, extradé vers un pays étranger. Jugé pour fraude, blanchiment, association criminelle. Mais surtout, le peuple avait retrouvé une chose qu'on lui avait volée depuis longtemps. La voix. Et Aminata? Elle vivait désormais dans une petite maison dans un village côtier, discrète mais respectée. Ismaël, en bonne santé, commençait à marcher. Il riait souvent. Il ne savait pas encore qu'il avait changé l'histoire, simplement par sa faim, sa fragilité, son existence. Fatih était restée à ses côtés. Ensemble, elles avaient ouvert un petit centre d'accueil pour mères en détresse. Elle l'avait appelé « la voix des invisibles ». Sénabou, elle, avait quitté le pays, menacée. Mais depuis l'Europe, elle continuait de publier. Et dans tous ses papiers, elle commençait par une phrase. Le courage, parfois, prend le visage d'une femme qui n'a plus rien à perdre, sauf son enfant. Un jour, un journaliste étranger vint interviewer Aminata. Il lui demanda « Regrettez-vous d'avoir volé cette mallette ?» Elle sourit doucement, regarda Ismaël jouer dans le sable. Puis répondit « Non. Parce que ce que j'ai volé, ce n'était pas de l'argent. C'était une chance de vérité. Et je l'ai donné au monde. »